Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui fait encore beaucoup débat, la colonisation française. Et il y a encore énormément de difficultés aujourd'hui à regarder ce passé colonial en face. La polémique sur les études postcoloniales et les accusations d'islamo-gauchisme au sommet de l'État ont bien montré que ces questions restaient très sensibles. Alors comment l'expliquer 60 ans après la fin de l'empire colonial français? On en parle avec vous, Pascal Blanchard. Merci d'être avec vous. Vous êtes un spécialiste du fait colonial et vous publiez avec d'autres, sous votre direction, Histoire globale de la France coloniale chez Philippe Ray. On va en reparler, bien évidemment. Merci aussi à vous, Slimane Zeguidour, d'être avec nous. Vous êtes notre éditorialiste sur le 64 minutes et sur TV5 Monde. D'abord, Pascal Blanchard, comment expliquez-vous que la colonisation française fasse encore tellement débat? C'est peut-être le dernier grand tabou de l'histoire du XXe siècle dont nous avons hérité de nos aînés. C'est une histoire qui est longue, 450 ans d'histoire, c'est une histoire qui est complexe, qui est douloureuse. C'est une histoire en plus qui a continué après l'histoire des immigrations. C'est une histoire qui a touché un peu quelques pays dans le monde. Aujourd'hui, c'est 48 pays qui sont à l'ONU, qui sont liés à cette histoire coloniale. C'est une histoire dont on en continue à entendre parler des effets. Si vous voulez vous énerver un dimanche en famille, vous commencez à parler du bilan de la colonisation. Vous ne vous énervez plus sur la commune. Plus personne s'énerve sur mai 68. Je dirais même que le temps de Vichy a été digéré par l'histoire, les historiens, le temps et l'éducation nationale. Et aujourd'hui, l'histoire coloniale, non, elle est encore problématique. Pour un prof, par exemple, dans les lycées et les collèges, c'est pas une histoire qui est facile à transmettre parce que la classe que vous avez devant vous, eh bien, elle a des récits différents et un rapport différent à se passer. Tout ça explique peut-être cela. Slimane, vous êtes d'accord sur l'origine de ces crispations autour de cette thématique? Ah oui, comme vient de le dire Pascal Blanchard, j'ajouterai juste un petit détail, c'est que la colonisation est douloureuse en France parce que les zones colonisées par la France sont les seules où l'universalisme français s'est cassé les dents. C'est-à-dire où les Français qui étaient légitimement fiers d'avoir un pays qui a produit les premières théorisations de la liberté, de la citoyenneté basée sur l'adhésion à des principes universels et non pas à la race ou à l'ethnie, dans les pays où cette colonisation s'est installée, notamment en Algérie, qui était considérée pourtant comme un territoire français, il y avait deux juridictions, c'est-à-dire il y avait des citoyens pleins et entiers, et il y avait des sujets français non citoyens, comme l'étaient les Algériens. Donc c'est une blessure narcissique, le fait de constater, même 60 ans après, que cet universalisme qui est à la base du narcissisme des Français n'a pas pu s'appliquer en dehors de la France. Et on va revenir justement, Pascal Blanchard, sur l'histoire de la colonisation. Dans ce livre, vous réunissez de nombreux textes des 30 dernières années, je crois, sur justement la question de la colonisation française. Et justement, ça rejoint ce que Slimane disait à l'instant. À la fin du 19e siècle, certains politiques, comme Jules Ferry, Léon Gambetta, de gauche, républicains, étaient favorables à l'expansion coloniale. À l'époque, on la justifiait notamment par cette question de mission civilisatrice, au nom même du progrès humain. Aujourd'hui, certains parlent des bienfaits de cette colonisation. Mais vous, ce que vous dites, Pascal Blanchard, c'est que clairement, la création de routes ou d'écoles ne justifie pas ces crimes contre l'humanité commis au nom de cette colonisation. Ben non, on a pu construire ailleurs des ponts et des routes sans forcément avoir cette idée de mission civilisatrice et de dominer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la domination, en France, elle est particulière. On vient de le dire, elle rentre dans cette mythologie de la continuité quelque part de la Révolution française. En même temps, vous avez aussi les milieux économiques. On ne va pas aux colonies pour rien. On vient aussi pour y trouver des produits. Et puis, c'est la grandeur du pays. Rappelons-nous, nos grands-parents et les taches roses sur les cartes scolaires qui donnaient le sentiment d'une grande nation. Le soleil ne se couchait jamais sur l'empire colonial français. Quand vous mettez tout ça bout à bout, c'est pas un choc qu'il y a eu à la fin de l'empire, c'est un traumatisme. Et tout ça fonctionne ensemble. Il n'y a pas à l'époque, pour les élites politiques dont nous parlons, de gauche et d'une grande partie des élites de droite, quelque chose d'anachronique. Les milieux financiers, le monde missionnaire, les milieux économiques, les milieux intellectuels, les publicistes, je dirais la grande presse, les hommes et les femmes politiques. Tout ça trouve quelque part dans l'Empire une logique et une cohérence de ce que la France, la plus grande France, peut apporter au monde, la lumière. Et donc, aujourd'hui, on est étonné, on est surpris. Mais quand on regarde, et ce livre le montre bien, toute cette mécanique d'auto-persuasion qu'a été l'Empire, on est sidéré. Quand vous lisez qu'il y avait un parti colonial, par exemple, qui soutenait cette entreprise où la plupart des députés, des sénateurs étaient derrière, quand vous découvrez tous ces publicistes et journalistes qui suivaient le mouvement, la presse qui le suivait, les romanciers, et puis après avec le cinéma, vous vous dites,
mais c'était une forme d'union nationale. Oui, clairement. Il y a quand même eu des voix discordantes. Hein. Je pense à Maupassant, qui est venu à Alger. Il y a quand même eu aussi dans la presse satirique au début du XXe siècle des dénonciations, des massacres qui étaient commis justement dans cet empire colonial français. Justement, je voudrais revenir là-dessus. Vous l'avez un peu évoqué, Pascal Blanchard, mais ce qui s'est passé aussi durant cette colonisation, c'est que l'État a aussi déléguer à des sociétés privées des concessions sur la colonisation. Et là, c'est le pire du pire qui est arrivé. C'est le pire du pire parce que déjà l'État, d'une certaine manière, a confié donc à des privés, à des intérêts privés, donc la seule motivation était la rentabilité absolue, le contrôle de territoire en entier. Pas que nous, hein. Les Belges ont aussi été très très bons et les Allemands dans cette méthode-là. Mais d'une certaine manière, quand vous regardez les concessions d'État ou quand vous regardez là où l'État était majoritaire, comme il y avait très peu d'individus pour contrôler des territoires immenses, vous vous rendez compte en fait que le privé, directement ou indirectement, était en fait maître loi partout où il était. Et c'est là qu'on découvre quelque chose qui est incroyable. Des fois, les gens ont du mal à l'imaginer, mais au début de la République, la Troisième République, c'est 1 million de kilomètres carrés à peu près l'Empire. À la fin, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Donc, ça représente l'Europe, en fait. Exactement. Donc vous imaginez, même un peu plus grand que l'Europe. Donc un quart est seulement pour l'Algérie. Exactement. Avec des zones aussi maritimes, comme on oublie, comme la Polynésie, dont on sait très bien qu'aujourd'hui, puisqu'elle est toujours au cœur de la République, c'est superficie immense. Et là, vous vous dites que pas seulement un ou deux intérêts privés ont été impliqués. C'est-à-dire que ça n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu cette cohérence entre l'État, les missionnaires, l'armée et le pouvoir économique privé qui, quelque part dans une symbiose absolue, va outre-mer pour ces 10... La France, c'est 1/20 de l'Empire. Juste pour que nous nous en rappelions. Slimane, justement, on va revenir sur aujourd'hui, sur comment, justement, la colonisation française continue de faire débat. Je le disais tout à l'heure, certains parlent encore des bienfaits de la colonisation. D'autres, notamment à droite et à l'extrême droite, justement, sont contre ce qu'ils appellent la repentance. Et même jusqu'au sommet de l'État, le gouvernement français, en 2005, c'était pas il n'y a pas très longtemps, présentait un projet de loi pour inscrire le rôle positif, c'était les mots du projet de loi de la colonisation. On a l'impression quand même que le pouvoir français, une partie de la classe politique aussi, a du mal à regarder en face, justement, l'horreur coloniale. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que les gens pensent que la France, en dehors de l'Hexagone, c'était l'expansion des valeurs et des traditions et de la douceur de vivre française. Non, c'était une république impériale où les lois de la République n'étaient appliquées qu'à l'intérieur de la République et dont la colonisation seulement aux expatriés français. Je reprends le cas de l'Algérie qui est une nuance par rapport à la privatisation de la colonisation, puisque dès la Deuxième République en 1848, tout le territoire de l'Algérie devient une partie intégrante et une continuation au-delà de la Méditerranée du territoire de la République. Oui, avec Alger, Oran et Constantine. C'est ça. Et voilà que cette République, qui étend donc sa législation sur toute l'Algérie, n'applique pas cette législation à 9 sur 10 de la population. Et cette douleur est activée par le fait qu'aujourd'hui, en France, la République, avant, elle intégrait les territoires coloniaux sans intégrer ses habitants. Aujourd'hui, elle a renoncé à ces territoires, mais elle doit intégrer les descendants de ses habitants. C'est-à-dire que le même tableau colonial continue, sauf que les descendants des anciens colonisés sont aujourd'hui des citoyens à part entière. Mais dans l'inconscient de ces descendants et dans l'inconscient des descendants des anciens colonisateurs, les schémas coloniaux sont à l'œuvre encore. Mais bien sûr. Méfiance d'un côté, rancœur de l'autre. Ben Pascal Blanchard, comment on fait justement pour aller au-delà de ça? Il faut regarder son histoire en face. Il faut aussi que dans les écoles, dans les manuels scolaires, on répète ce qu'a été aussi la politique coloniale, qui a été une guerre violente, d'écrasement, et avec de la résistance aussi. Je pense à Abdelkader en Algérie. Et il n'est pas le seul. Mais tout ça, c'est pas dit vraiment dans les manuels. Ça commence. Il y a depuis 25-30 ans, ça a énormément changé. Mais les enseignants sont confrontés à une histoire qui est complexe. Complexe parce que celui qui vous écoute, ou celle qui vous écoute, dans son récit familial, n'a pas la même position par rapport à la continuité du récit. Pour certains, cette histoire, elle est encore traumatique. On le sait, c'est pas parce que vous êtes à la 3e génération que le trauma n'existe pas, les silences dans la famille, par exemple. Et puis pour d'autres, c'est une histoire qui est complexe aussi à raconter parce que chacun, vous l'avez dit, peut avoir déjà un point de vue. Et puis au final, il faut fabriquer une histoire commune, mais accepter qu'il peut y avoir des mémoires différentes. C'est aussi ça qui fait la grandeur de la République. C'est fondamental. Nous n'avons pas ici tous les trois la même mémoire sur ce récit. Et dans une classe, vous pouvez avoir 20, 25, 30 mémoires différentes. Pour autant, il y a une histoire commune, donc il faut la raconter. Il faut la raconter, sinon,
ces jeunes vont aller se fabriquer ailleurs, sur Internet et ailleurs, toute une mythologie. Ils vont se fabriquer des choses qui ne reposeront pas sur un travail historique sérieux, et donc ils seront sur des mythes. Et ces mythes, on sait ce qu'ils peuvent produire. Ils peuvent produire des choses qui sont extrêmement douloureuses en termes identitaires. Et demain, ça peut être Vous pensez à quoi précisément? Ça veut dire croire d'un côté que la colonisation, d'une certaine manière, continue aujourd'hui. Et de l'autre côté, une forme de nostalgie où la France n'aura été grande que quand les Noirs étaient dans les champs de coton et les femmes dans les cuisines. Je vous rappelle que la dernière campagne présidentielle, certains pensent encore comme ça le monde. Donc ça veut dire qu'il faut être vigilant. Et la reconnaissance de tous dans une société passe par la connaissance. D'où le fait de rassembler une centaine d'auteurs, de raconter cette histoire sur le temps long, d'expliquer que le travail a été fait, dire aussi à cette nouvelle génération, lisez. Lisez ce récit, c'est parce que vous allez maîtriser votre histoire commune que vous pouvez, d'une certaine manière, être dans ce pays des citoyens à plein entière. Est-ce que vous avez l'impression que la France avance aujourd'hui sur ces questions d'histoire coloniale? Slimane, Emmanuel Macron a parlé de crimes contre l'humanité, hein, quand même. Oui, oui, oui. Bien sûr qu'elle avance. Et ce n'est pas parce qu'elle prend des tournures polémiques qu'elle n'avance pas. La polémique est une façon aussi de vider ses querelles et de mettre sur la table, de faire une mise à plat complète. C'est ce que disait Papa Ndiaye avant d'être ministre. Hein. Oui, oui, oui. Ça, elle avance. Et ce qui est fascinant dans le cas français, c'est qu'on en parlait tout à l'heure avec Pascal Blanchard, c'est que c'est surtout une histoire franco-française. Je veux dire par là que le débat, mais vraiment historiciste et polémique sur la colonisation dans les pays ex-colonisés, n'existe pas encore, n'a pas atteint sa maturité, c'est-à-dire qu'il ne donne pas lieu encore à un débat académique contradictoire. Ça donne toujours lieu à un discours anticolonial. Et toute la documentation vise à documenter la rancœur et non pas à faire une mise à plat et à raconter la colonisation. Donc je trouve qu'en France, ça avance. Et ce qui est fascinant à observer, c'est qu'on a aujourd'hui, par exemple, vous prenez dans une classe, des descendants de combattants du FLN, des descendants de harkis qui ont combattu les FLN, des descendants de gens de l'OAS qui étaient furieusement Algérie française et des descendants de Bidas qui sont allés faire la guerre d'Algérie. Tous ces gens-là, tous ces enfants vivent ensemble, travaillent ensemble, se marient ensemble. Et ils ont besoin de cette polémique pour, comme disait Pascal, à partir de leurs mémoires différentes, faire une histoire et un roman national commun. En le disant, ça va mieux. Histoire globale de la France coloniale de Pascal Blanchard et d'autres sous votre direction. Voilà, vous avez réuni une centaine de textes. Ça permet justement d'apprendre et de parler. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Blanchard. Merci Slimane Zeguidour. On vous retrouve bientôt sur notre antenne.